Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Octogone. Je devais attaquer pile poil sur le clash entre Zelensky et l'administration Trump. Entre-temps, on l'a pas mal traité aussi sur le fond sur ma chaîne. Et puis les choses se sont accélérées. Je voulais vraiment ouvrir là sur l'inutilité, l'ineptie, la connerie, la débilité de la diplomatie européenne, ou plutôt ce qui essaie de l'être. Et puis vraiment le côté Corée du Nord, maintenant, de la petite pensée parisienne. C'est-à-dire que ces petits cercles apparaissent qui s'achètent une vertu, parce que vous comprenez, ils ont grandi dans une période où ils peuvent pas se comparer à Jean Moulin, ils peuvent pas se comparer à de grands héros de la Deuxième Guerre mondiale, alors ils ont envie de s'inventer des Hitler, ils ont envie de s'inventer des Churchill, et surtout ils ont envie d'être des résistants à pas cher. Et tous ces résistants de Wish, on voit bien en fait qu'ils n'ont servi à rien. Je m'explique. À l'heure où j'enregistre, Zelensky a dit « Je regrette ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, je regrette en regardant bien ses pompes. J'ai bien dit à mes ministres de reprendre contact avec les États-Unis qui fournissent 70% de mes armes, de mon financement et 180% de mon renseignement. Et c'était peut-être pas très intelligent d'aller leur faire l'arçon. Enfin, il s'est cru où le mec ? Il arrive, lui il a cru que c'était Macron qu'il avait en face, il a cru que c'était Keir Starmer qu'il avait en face. Il s'est dit mais c'est bon, je peux leur marcher dessus. Enfin, on en revient à cette phrase de Christopher Lee que j'ai citée dans ma vidéo initiale. La pire chose pour un acteur, et c'est un acteur modérément couronné de succès comme l'a dit Trump, c'est de croire en sa propre publicité. Et en fait, c'est pas Churchill le mec, de près ou de loin. À commencer par le fait que Churchill, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, il était détesté. Personne ne le prenait au sérieux, tout le monde le haïssait. C'était un outsider total. Et puis surtout, il avait accessoirement 40 ans de politique derrière lui, il jouait pas du piano avec sa bite. Donc, bon, on en revient à ces crétins de la petite pensée parisienne qui fréquentent les mêmes cercles, qui se connaissent tous entre eux, qui soient de droite, de gauche, plus ou moins millionnaires, plus ou moins milliardaires, ils pensent pareil. Et ils ont besoin de se racheter une vertu comme ça, de se donner un frisson de wish, un frisson à pas cher, d'être des résistants. Et donc de s'inventer une narration où ils sauvent le monde d'un danger imminent, parce que fondamentalement, c'est des névrotiques qui s'emmerdent, et qui savent au fond d'eux-mêmes qui ils sont, c'est-à-dire personne au regard de l'histoire. Bon, la réalité a frappé, hein. Là encore une fois, le réel frappe à la porte, c'est-à-dire que Zelensky, il a bien vu qui lui fournissait ses armes, son renseignement, etc. Alors, entre-temps, vous avez Trump donc, qui a cessé de fournir des armes à l'Ukraine, qui a cessé de lui fournir du renseignement, et bien sûr, il y a la possibilité imminente que Starlink ne soit plus offert gratuitement par les États-Unis à l'Ukraine. Donc ça nécessite évidemment, un compromis, et puis d'arrêter les conneries, parce que pendant qu'on nous sort tout ça, alors je rappelle, parce que j'ai toujours du mal à suivre, alors on avait Pujadas qui nous disait en 2023, mai 2023, que les Russes étaient tellement à la ramasse qu'ils en étaient à déboulonner le T-70 de Melitopol pour l'envoyer au front. C'est ce qu'avait dit LCI, la chaîne de l'imbécilité, la chaîne de l'idiotie. Et puis après, vous avez Yakovlev qui avait dit « Mais les Russes ont absorbé une grande dose d'ukranium et ils vont mourir parce que l'ukranium, ça va les empoisonner. » D'accord. On nous avait dit, c'était Ursula von der Leyen, ça avait été repris par Midi Libre, que les Russes volaient les puces dans les machines à laver. On m'avait aussi dit que les F-16 et les Mirage 2000-5, dans les deux cas pas des avions furtifs, allaient complètement changer la guerre, comme les Javelin avaient changé la guerre, comme les Bayraktar avaient changé la guerre, comme les Léopards avaient changé la guerre, comme les Challenger avaient changé la guerre, comme les Abrams avaient changé la guerre, comme les AMX-10 RC avaient changé la guerre, comme la Brigade Anne de Kiev qui est arrivée au front avec plus de 40% de désertion, si tant est qu'elle soit arrivée au front. D'ailleurs, elle est arrivée en Ukraine avec 40% de désertion, que tout ça allait changer la guerre. Et puis maintenant, j'apprends qu'en fait, les Russes sont aux portes de Paris. Ce qui a été dit par Anker, Glucksmann, Barrot, Attal, tout le monde. Voilà. Et puis Macron aussi. Les Russes sont aux portes de Paris, ça y est. Les chars soviétiques, les fameux. Quand Mitterrand était arrivé au pouvoir, on nous avait déjà parlé des chars soviétiques. C'est, comme dira l'excellent blogueur H16, c'est la Russie de Schrödinger. Elle est à la fois morte et pas morte. Elle est à la fois vaincue et elle nous bat. Voilà, vaincu et vainqueur en même temps. C'est ça le paradoxe. Mais Jean PNJ, je veux dire, le pauvre garçon qui ne voit que la petite pensée parisienne, vous lui dites ce que vous voulez, il le croira.
Vous lui dites un jour que la Russie est menaçante, il le croit. Vous lui dites un jour que la Russie est vaincue, ou qu'elle utilise des chameaux sur le front, ou qu'elle utilise des ânes, ou que les Russes chargent en vagues humaines armées de pelles. Tous ces trucs-là ont vraiment été écrits par la presse. Bah, Jean PNJ, il croira. Heureusement, vous êtes chez Scanderia, vous êtes dans l'Octogone, vous n'êtes pas dans la revue de presse de Jean PNJ. Et donc, bah, vous savez que ça sent le sapin pour Zézé et que, en effet, on n'arrive pas à la Maison-Blanche en croyant qu'en face, on a Macron. Non, on a un vrai chef d'État avec un vrai vice-président qui vous dit « Mais t'es qui ?» Même Churchill, il portait des costards pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le vrai Churchill, pas le faux. C'est pas parce que Boris Johnson t'a dit que t'étais Churchill qu'il fallait le croire. Là aussi, un mec intelligent, bon, évidemment, quand on prend de la coke, c'est plus possible. Mais un mec intelligent, il sait que c'est pour le public. Faut pas croire à ses conneries. Bon. Donc, Zelensky va retourner négocier avec les Américains. Il va faire la paix le plus rapidement possible, ce qui est dans l'intérêt de l'Ukraine. Soyons sérieux. Je veux dire, dès 2019, vous aviez Zelensky qui disait « Oui, je veux faire la guerre, bien sûr, pas de problème. » Bon, l'intérêt de l'Ukraine, c'est d'arrêter les conneries, parce que là, les Russes, en fait, à partir du moment où ils vont sortir du Donbass, la progression va être un poil plus rapide. C'est exact, ça c'est vrai. Bon. Donc ça va vous donner la prise de Pokrovsk, qui pour l'instant est dans une situation catastrophique, c'est-à-dire c'est pas compliqué, vous avez une autoroute qui alimente Pokrovsk. À l'instant où les Russes contrôleront cette autoroute, GG well played, comme dit Alexandre Robert, la jugulaire appuyée, terminée, pouce indien. Mais vous avez Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinivka, vous avez Kharkov, et si jamais ils veulent jouer au con pendant 1 an ou 2, ce qu'avait dit Zelensky avant de dire, avant de s'excuser en regardant ses pompes avec Donald Trump, il avait dit non, un accord de paix est très loin, très très loin d'être réalisé, et très très loin, ça veut dire bah tu donnes 1 an de plus aux Russes et ils sont à Odessa, on fait quoi après? Quel est l'intérêt pour le peuple ukrainien de perdre Odessa, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinivka? Et bien entendu, Kharkov, si jamais vous continuez, Pokrovsk aussi. Et pourquoi pas Soumy, puisque le Saillant de Souja, là, c'est pareil, ça sent le sapin aussi. Bon. Mais voilà, on en revient au problème de la coke et du pognon et du sentiment d'invincibilité qui a dû se frapper la tête contre le réel. Alors, je vous lis la dépêche concernant l'ancienne situation à la Maison-Blanche. Bien sûr, vous savez déjà que le 28 février 2025, le président Zelensky, président de quoi? Depuis mai, il est plus président, le mec. S'est rendu à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain Donald Trump, qui lui est un vrai président pour le coup, et son vice-président J.D. Vance. L'objectif officiel de la rencontre était de signer un accord économique sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes, en effet, notamment des terres rares, un enjeu stratégique pour les deux pays, même si apparemment les ressources de terres rares, selon Jacques Beau, ont été surestimées en Ukraine. Pas seulement selon Jacques Beau, selon plusieurs rapports. Cela dit, Marco Rubio était pas content du tout, fallait voir sa tronche, il était en train d'épeler Cabron avec ses pupilles, le mec, parce que lui, en fait, Zelensky lui avait dit qu'il avait déjà signé, quoi, qu'il était prêt complètement à signer, et que c'était qu'une formalité arrivé à la Maison-Blanche. Et puis, bon, bah, arrivé dans le bureau ovale, Zelensky s'est comporté comme une petite frappe, et du coup, bah, Marco Rubio a bien vu qu'on lui avait menti, ça l'a pas mis dans les meilleures dispositions, croyez-moi bien. Résumé de la conversation à ses débuts, après avoir accueilli Zelensky avec un compliment ironique sur son apparence. Ah, he dressed up. C'est vrai que ça, c'était la petite targette du bonheur. Le président Trump introduisit la conférence en louant la bravoure des soldats ukrainiens, des soldats, pas de Zelensky, les qualifiant d'incroyablement courageux. Ce qui est vrai, bon sang, c'est vrai. Et eux, ils veulent la paix. Ils veulent pas que Zelensky fasse 1 milliard de plus. De toute façon, il va jamais dépenser tous ces milliards de son vivant et continue à faire des coups de vogue avec la première dame ukrainienne. Parce que oui, pendant que les Russes envahissaient, et qui nous disait oui, moi je suis en triumph, mais sa femme faisait des coups de vogue, bon sang. Enfin, je sais pas, vous voyez Lady Churchill faire des couvertures de Vogue, journal qui existait à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais arrêtez les conneries. Tout en réaffirmant la nécessité de mettre fin à ce conflit qui a fait trop de morts, sans déconner, se disant optimiste quant à un accord imminent. De son côté, Zézé insista d'emblée sur les garanties de sécurité de l'Ukraine, comptant sur la position forte de Donald Trump pour arrêter Poutine, qu'il qualifia de tueur et de terroriste, rien que ça. J'espère qu'ensemble nous pouvons l'arrêter, mais pour nous c'est très important de sauver notre pays, nos valeurs, notre liberté, notre démocratie, et bien sûr qu'il n'y ait aucun compromis avec un tueur sur notre territoire, d'accord ? C'est pas ce que tu disais en 2019, Pépère, quand tu disais que t'étais prêt à aller à la guerre, que t'avais fait tomber ta voix d'une octave pour avoir l'air d'un chef de guerre, et que tu disais que t'étais prêt à conquérir le Donbass, du con. C'est ça les conséquences de s'amuser à asticoter la deuxième puissance militaire mondiale. Il montra ensuite des images censées témoigner des conditions horribles des prisonniers ukrainiens en Russie, affirmant que les Russes ne respectaient, je cite, aucune règle. Oui, enfin on a vu aussi des images de soldats ukrainiens qui tiraient sur des prisonniers russes, alors du coup lesquels on prend au sérieux, s'il te plaît. Ah, j'oubliais la phrase de Barrault.
Ça fait 15 ans, je cite 15 ans, 3 fois 5, que l'armée ukrainienne se rapproche du front. Que l'armée russe, pardon, lapsus révélateur. Que l'armée russe se rapproche du front. 15 ans, mais bah, je comprends pas. Je comprends pas, parce que moi, on m'avait dit que cette guerre, en fait, elle avait commencé en 2022, sortie de nulle part, sans aucun casus belli, que cette guerre était apparue comme ça, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit en psychiatrie, et que, boum, voilà, 2022, 2025, je suis pas très bon en maths, hein, mais ça fait pas 15. Alors est-ce que ça veut dire que Barreau nous ment? Est-ce que ça veut dire qu'en fait il sous-entend bien que cette guerre elle existe depuis au moins 2014 et en réalité depuis plus longtemps? Parce que même 2014-2025 ça fait pas 15 ans. Bon, affaire à suivre aussi, hein. Bon, Jean PNJ sur LCI, il peut pas aller jusque-là, mais bon, vous pouvez. La conversation se poursuivit sur un ton cordial pendant plusieurs minutes, malgré ces divergences de plus en plus apparentes. Trump mit en avant l'accord sur les minerais qu'il juge très équitable. Alors très équitable, ça... Honnêtement, le zézé, lui, il pensait sérieusement que l'accord allait lui permettre de négocier des trucs en plus. Alors que bon, bah Trump, il est arrivé en mode relevé des compteurs, en mode pimp daddy qui vient voir sa gagneuse. Il lui a dit, t'as pas compris, mec? L'accord sur les terres rares et le sous-sol et le lithium et l'uranium, mais c'est pas du tout pour t'offrir des trucs en plus. C'est pour ce qu'on t'a déjà offert. Donc tu vas bien fermer ta gueule et tu vas nous signer tes ressources minières. Ah, il était pas prêt, Zézé, là. À ce moment-là, non. C'était pas un truc qu'il avait prévu de voir. Donc, bon, bah forcément, il n'a pas été content. Ouais, le problème, c'est qu'il n'a pas compris, en fait, qu'il était chez son macro. Qu'il était chez le Mac Daddy, là. Et qu'il n'avait rien à faire, juste se prendre un revers patriarcal parce qu'il avait, comme lui a dit Trump, aucune carte en main. Malheureusement, c'était vrai. Et c'est là que c'est criminel d'avoir fait croire à ce mec qu'on allait le suivre jusqu'au bout, qu'on allait le faire rentrer dans l'OTAN, qu'on allait... Bien sûr que non. Et s'il y avait eu un vrai chef d'État en Ukraine, et Dieu sait qu'il y en avait, bah, ils auraient compris ce qui allait se passer. La conversation s'est donc envenimée à la 40e minute, c'est-à-dire vers la fin, lorsqu'un journaliste reprocha à Trump d'être trop aligné avec Poutine. Le président américain fit alors cette déclaration : « Si je ne m'alignais pas sur les deux parties, nous n'aurons jamais un accord. Vous voulez m'entendre dire des choses terribles sur Poutine et ensuite que je lui dise « Salut Vladimir, alors comment on fait pour l'accord ?» Ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine. Je ne suis pas aligné avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, pour lesquels il veut récupérer l'uranium et le lithium et les terres rares qui resteraient. Et pour le bien du monde, je cite Trump, je veux en finir avec cette affaire. J.D. Vance intervint pour ajouter que les mots durs de Biden envers Vladimir Poutine n'avaient pas empêché celui-ci d'envahir l'Ukraine, ce qui est exact, et que Donald Trump remettait l'Amérique sur la voie de la diplomatie. Ce discours sembla irriter Zelensky, qui opposa que le président russe n'avait jamais respecté les accords de cessez-le-feu depuis 2014, en référence aux accords de Minsk, d'accord ? Mais l'Ukraine non plus les a pas respectés. D'ailleurs, François Hollande a bien signifié que les accords de Minsk avaient été conçus pour ne pas être respectés, mais pour gagner du temps. De quelle diplomatie parlez-vous, J.D. finit Zelensky par demander au vice-président. Ce dernier répondit sèchement : « Je parle du genre de diplomatie qui mettra fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout mon respect, je pense qu'il est irrespectueux de votre part de venir dans le bureau ovale et de tenter de plaider cela devant les médias américains. » J.D. Vance fait ensuite remarquer à Zézé que son armée manquait d'hommes et était contrainte d'enrôler de force des personnes sur le front. Et oui, hein, c'est pas les proches de Zelensky qui sont embarqués dans des camions pour aller crever sur le front sans aucun espoir. C'est pas eux. Et c'est pas lui qui va payer cette guerre de sa vie. C'est les 1 million d'Ukrainiens qui remplissent déjà les cimetières. Bon, après cet échange houleux, un journaliste demanda à Trump ce qu'il se passerait si la Russie ne respectait pas le cessez-le-feu. Le président américain s'emporta de nouveau. Et que se passerait-il si une bombe nous tombait sur la tête maintenant ? C'est vrai qu'on peut tous poser des questions comme ça. La conférence se termina avec une fin de non-recevoir de Trump adressée à Zelensky. Soit vous concluez un accord, soit nous arrêtons notre soutien. Et si nous arrêtons ce soutien, vous vous battrez en vain. Je ne pense pas que ce sera joli, et c'est exact. Donc les réactions maintenant, les réactions ont été polarisées. Les républicains, comme le sénateur Jim Justice, ont applaudi Trump et Vance pour avoir mis l'Amérique d'abord, en effet, tandis que les démocrates, à l'image de Chuck Schumer, ont condamné l'administration, accusant Trump de faire le sale boulot de Poutine, ce que nous dit aujourd'hui la presse européenne, à savoir que c'est un agent du Kremlin. Sauf qu'on a essayé de le destituer 2 fois. Et il n'y avait pas ce dossier, il n'y avait pas agent du Kremlin dans le dossier, c'est bizarre. Pourtant, le FBI était prêt à le destituer. Alors si le FBI avait les preuves qu'il est un agent du Kremlin, je vois pas pourquoi il l'aurait pas destitué, je me pose tout un tas de questions.
Des dirigeants européens comme Macron, Starmer et Kaja Kallas, donc la Baltique Chihuahua d'Estonie, ont appelé à une réponse collective. La chef de la diplomatie européenne, oui, Kaja Kallas, c'est rigolo, mais c'est comme ça, déclarant, je cite, « Le monde libre a besoin d'un nouveau leader, et c'est à nous, Européens, de relever ce défi. » Et bien, entre le moment où elle a dit ça et le moment où Zelensky est revenu vers Trump en regardant ses pompes sans mentionner une seule fois les chefs d'État européens, il s'est écoulé à peu près 72 heures. Bon, c'est ça la réalité dont LCI ne vous parlera pas et dont donc je dois, moi, vous parler. Ursula von der Leyen appelle à augmenter considérablement les dépenses militaires des Européens, cependant que vous avez plusieurs députés, y compris Jean-François Copé, donc là vous le savez d'entrée de jeu qu'on est en train de racler les fonds de tiroir, qui nous ont dit mais oui, il faut mobiliser l'épargne européenne. Macron a fait un discours, entre-temps, juste après que j'enregistre cet octogone. Bon, l'idée va être simple, hein, vous avez compris le principe, l'Ukraine c'est le nouveau Covid. Donc, restriction de liberté, confiscation de l'épargne, éventuellement persécution des opposants politiques, éventuellement invocation de la loi martiale, en tout cas possibilité d'un 3e mandat pour Macron qu'on a vraiment envie, parce que bon, ce mec c'est un empty suit, comme disent les Américains, c'est un costard vide, sans son poste il n'est rien, il était rien avant, il sera rien après. Donc bon, il lui faut encore son poste, malheureusement la constitution de la 5e République ne le lui permet pas. Bon, l'avantage d'avoir une guerre imminente avec Moscou, 2e puissance nucléaire mondiale, 2e puissance militaire mondiale, c'est évidemment que vous pouvez invoquer ce que vous voulez. À l'issue d'un sommet en urgence à Londres avec les alliés de l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne a plaidé pour une hausse massive des dépenses de l'Europe en matière militaire. Nos dépenses doivent augmenter considérablement, a-t-elle déclaré, notant que les 27 pays ont déjà atteint 320 milliards d'euros en 2024 contre 200 milliards avant la guerre en Ukraine. Face aux doutes sur le soutien américain envers Kiev, elle a annoncé un plan exhaustif de réarmement pour le 6 mars. Ce plan global inclut plusieurs mesures clés, une coordination accrue des industries de défense, des projets communs comme des systèmes antiaériens avancés et une mobilisation accrue de fonds privés via la Banque européenne d'investissement. Et derrière les fonds privés, vous allez avoir votre épargne qui sera investie par le livret A ou autre vers des instruments obligataires pour financer la défense européenne. Quoi qu'il en soit, et là je peux vous signaler l'excellente vidéo d'Atechuet sur le sujet, vous avez 3 types de dissuasion. La dissuasion nucléaire, la dissuasion industrielle et la dissuasion conventionnelle. Vous pouvez rajouter à ça la dissuasion en termes de soft power, c'est-à-dire le prix que ça va vous coûter sur le plan réputationnel, c'est pas du tout anodin, TikTok, etc. Et donc, d'une façon plus générale, la dissuasion médiatique. Vous avez aussi la dissuasion économique, les conséquences économiques d'une guerre. Évidemment, ça, ce n'est pas pris en compte dans la dissuasion conventionnelle ou industrielle. Mais bon, par exemple, si la Chine envahit Taïwan, les conséquences pour ces marchés financiers vont être extrêmement mauvaises. Et ça n'entre pas en compte dans la dissuasion conventionnelle. Donc, dans tout cet éventail de dissuasion, si vous voulez faire une guerre à la Russie, bon, ou au moins, à minima, envoyer des troupes françaises en Ukraine. Bon, grand max, si la France peut mobiliser 15 brigades, c'est le bout du monde. Là, c'est la totale. Il n'y a plus rien pour défendre la France elle-même. Mais la France peut mobiliser 15 brigades max. L'Allemagne, une dizaine. Le Royaume-Uni, une dizaine. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a moins de chars, de MBT, de Main Battle Tank. Pas n'importe quel blindé, un Striker, un Scorpion, non. Du Challenger 2, évidemment. La Grande-Bretagne a moins de Challenger 2 que de chevaux dans son armée. Puis significativement moins, parce que je peux vous garantir qu'elle a plus que 40 chevaux dans son armée. Bon. Donc ça n'a aucun sens. Et après, vous avez l'OPEX. Alors pas l'OPEX en tant qu'opération extérieure, l'OPEX Operational Expenditure, c'est-à-dire la logistique, il faut les armer, ces chars. Vos usines, elles produisent que dalle, bande de débiles. L'Ukraine, elle produit rien, elle a plus d'usines. La Pologne, c'est peut-être la puissance de l'OTAN qui produit encore le plus. L'Allemagne, mais le PDG de Rheinmetall, il a dit, mais on ne peut pas produire pour l'instant. Il nous faudrait des années avant d'être en capacité de fournir le front au bout d'années. Mais il se sera déplacé à Odessa. Donc là, concrètement, ces paroles verbales encore et toujours, le proverbe marseillais, ça mène à rien. Parce que la France n'a absolument pas les moyens d'alimenter ses chars. Elle n'a pas non plus les moyens de les fabriquer. Elle n'a pas les moyens de fabriquer des canons César et de les alimenter. Et de toute façon, les canons César sur le terrain font que dalle comme différence. Et elle n'a pas du tout les moyens de former ses brigades au combat en Ukraine. Même en prenant les brigades en ordre de combat, même en prenant la crème de la crème. Allez, c'est parti. L'infanterie de marine, donc le RIMA,
troupes de marine, la Légion étrangère, mais c'est pas du tout des demi-brigades ou des bataillons qui se sont battus contre les Russes, avec une armée dronée. C'est pas ça. Donc c'est du flan. Je peux pas vous dire les choses autrement. Von der Leyen propose aussi d'activer une clause de sauvegarde dans les règles budgétaires pour permettre aux États de financer ces efforts sans aggraver leur déficit, ce qui fait dire à beaucoup de commentateurs américains que l'Europe est en train de devenir la base de repli de l'État profond, je vous l'avais dit déjà dans différentes vidéos. Nous devons nous préparer au pire, a-t-elle averti, citant la menace russe. Le projet semble pour l'instant diviser les Européens. L'Italie et la Grèce s'y montrent favorables, tandis que l'Allemagne reste prudente face au risque pour la discipline budgétaire. Ouais. Et le truc, c'est que derrière, vous avez Macron, qui n'est pas en reste d'une grande trahison, parce que c'est de la trahison, hein, disons-le clairement, qui est là, qui est chaud pour partager l'arsenal nucléaire français. Ça veut dire que voilà, vous avez une autre puissance qui pourrait appuyer sur le bouton nucléaire et donc attirer le feu nucléaire sur nous, les Français, à sa discrétion. Donc concrètement, vous pourriez avoir Ursula von der Leyen qui n'est élue par personne, ou bien Merz, le futur nouveau chancelier allemand, qui pourrait décider d'une attaque nucléaire et du coup faire de la France une cible, puisqu'il y aurait l'île Longue à Brest, etc., qui serait ciblée sur une décision de quelqu'un qui est étranger à la France et pour qui les Français n'ont pas voté. Voilà, ça pose aucun problème à Macron, ça. Aucun. Ça, c'est un truc comme une lettre à la poste, ça passe. C'est ça ce qui se passe quand on fout un sous-préfet président de la République. Lors de l'interview à la télévision portugaise RTP, oui, parce que pendant que Zelensky était à la Maison-Blanche, lui, il était au Portugal. Ça vous prouve un petit peu le level du pépère. Le président français s'est dit prêt à ouvrir la dissuasion sur ce que peut être une dimension européenne de notre dissuasion nucléaire. La discussion, pardon. Emmanuel Macron a souligné la responsabilité particulière de la France, seule puissance nucléaire de l'UE, depuis le Brexit face aux incertitudes sur l'engagement américain dans l'OTAN. Et aux menaces russes, il a insisté sur la nécessité d'un dialogue stratégique avec les partenaires européens, précisant qu'il ne s'agit pas de partager l'arme nucléaire, mais de réfléchir à son rôle dans une défense collective. Toute évolution resterait cependant sous contrôle souverain français, a indiqué le président. Tu parles. C'est des garanties qui pèsent absolument rien. Mettre le fameux parapluie nucléaire français, soit ça existe déjà, ça s'appelle l'article 5 de l'OTAN, à savoir si un membre de l'OTAN est engagé dans un combat dans l'hémisphère nord, hein, c'était pour ça que pendant la guerre des Malouines, par exemple, le parapluie nucléaire ne s'est pas appliqué. Et de toute façon, le Royaume-Uni n'a pas utilisé l'arme nucléaire contre l'Argentine. Mais si jamais une puissance entrait en guerre contre un membre de l'OTAN, oui, déjà, la riposte est déjà prévue. Donc qu'est-ce que ça signifie mettre... Alors ça signifie soit faire de l'Europe, de l'Union européenne, un nouvel OTAN, bon courage, hein, ça nécessiterait au minimum de multiplier les dépenses militaires par 3. Donc il n'y a pas d'argent magique, le système de retraite est en PLS, les Français n'ont plus de services publics, le système éducatif en France est complètement pourri, il n'y a plus d'argent, on est surendetté à plus de 3300 milliards, eh ben, il va falloir lever, c'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen et c'est ce qu'ont dit d'autres fanatiques comme Gabriel Attal, ou Glucksmann, ou Barrot, il va falloir lever 800 milliards de plus. À nouveau, quoi qu'il en coûte, à nouveau, le Covid-19, tout repart. Pourquoi ? Parce que tous les moutons, pigeons, tous les moujons qui étaient prêts à se mettre 4 doses dans le buffet, qui étaient prêts à se masquer, à prendre leur café assis, mais à se masquer debout, qui adoraient les plages dynamiques et qui se baignaient dans les piscines ou dans la mer avec un masque. Bah, tous ces moujons-là, là, 5 ans plus tard, 2019, 2024, 2025, vous leur dites « Ah, il va falloir vous saigner aux 4 veines, mobiliser votre épargne pour la Russie, parce que sinon, ils sont contents, les moujons, ils sont contents. Il est fier. » Vous comprenez que, de nos jours, on peut avoir soit une télé, soit un caractère, mais pas les deux. C'est pas possible d'avoir du caractère en regardant LCI tous les jours. C'est pas possible d'avoir du caractère en regardant BFM TV tous les jours. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il y a une excision du caractère qui s'opère, quoi. Et c'est ce qu'on voit là. Arrestation de Călin Georgescu en Roumanie. Le candidat conservateur et eurocritique, arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle roumaine de novembre 2024, a été arrêté mercredi alors qu'il se rendait pour déposer sa candidature à un nouveau scrutin prévu en mai. Donc là, vous avez Macron qui nous dit « Ah là là, le méchant Poutine, il annule les élections ». C'est faux, il n'a jamais rien annulé. Il a en fait une cote de popularité de malade, hein, mesurée par des organismes indépendants, mesurée par des ONG, les fameuses, et pas des ONG russes, des ONG qui ont reçu de l'argent de l'UCED. Donc vous avez des ONG qui ont reçu de l'argent de l'UCED, qui bossent littéralement pour Washington et qui vous disent
que, au minimum, Poutine, il a une cote de popularité de 68%. Macron, dans ses rêves les plus fous, il n'a pas une cote de 42%. Ok ? Là, c'est 68. Bon. Eh ben, Macron ne nous dira rien sur le fait qu'en effet, en Roumanie, on annule des élections, on arrête des opposants politiques, on arrête l'opposition. Le parquet de Bucarest l'accuse de fausses déclarations sur le financement de sa campagne et d'incitation à des actions contre l'ordre constitutionnel. Cette interpellation s'inscrit dans une vaste opération incluant 47 perquisitions chez des proches de Călin Georgescu, dont son garde du corps, Horatiu Potra, un ancien mercenaire franco-roumain chez qui la police aurait saisi un arsenal d'armes importantes ainsi que plusieurs millions d'euros en liasses de billets et en lingots d'or. Ils essaient d'inventer des preuves contre moi, a déclaré l'homme politique roumain dans un post Facebook, ce qui est exact. Ça pue le framing. Je veux dire, vous êtes un politicien professionnel comme Călin Georgescu, vous êtes futur chef d'État et vous allez laisser des liasses de billets et des lingots d'or comme ça stockés en gros, mais pourquoi pas en train de se saupoudrer de coke pendant qu'on y est. Călin Georgescu a été placé sous contrôle judiciaire strict pour 60 jours, une période qui couvre largement la campagne pour la nouvelle élection présidentielle. Donc ça s'appelle de l'intimidation politique et ça s'appelle des persécutions d'opposants politiques. À côté, je rappelle, toujours Navalny, le joyeux opposant qu'on a grillé en train de négocier avec le MI6 de l'argent pour appeler à une insurrection en Russie, une vraie insurrection, un coup d'État. Le mec appelle à un coup d'État, c'est un grand démocrate. Là, le gars se présente légalement aux élections, il est en tête du premier tour, et ça devient quelqu'un qui incite à des troubles contre la Constitution. Incitation à des actions contre l'ordre constitutionnel, le chef d'accusation retenu contre Călin Georgescu. Vous voyez cet empire du mensonge, ce deux poids deux mesures permanent. Outre une obligation de rester sur le territoire roumain, il lui est explicitement interdit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, ça s'appelle un procès bâillon. Pendant cette période, le candidat a cependant laissé entendre qu'il se présenterait quand même. Des milliers de manifestants ont défilé ce samedi dans le centre de Bucarest pour protester contre cette arrestation dénoncée comme un coup d'État. Ça aussi, vous ne le verrez pas sur LCI et BFM TV. Amérique, Washington et Ottawa veulent sécuriser l'Arctique. Le Canada et les États-Unis ont signé un accord bilatéral, donc celui que Trump appelle le gouverneur Trudeau, ont signé un accord bilatéral visant à renforcer la sécurité dans l'Arctique en réponse à l'augmentation de la présence militaire russe dans la région. Annoncé mardi, cet accord prévoit le déploiement conjoint de nouveaux capteurs maritimes et de satellites pour surveiller les approches nordiques, ainsi que des exercices militaires réguliers dans l'Arctique canadien. Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a souligné l'importance de protéger la souveraineté nord-américaine face aux bases russes modernisées et aux patrouilles aériennes fréquentes près de l'espace aérien allié. Les deux pays modernisent également le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le fameux NORAD. Ça, c'est pas mal, cependant qu'on va avoir quand même, à mon avis, une régularisation des... on l'a déjà, donc vous avez déjà une normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie. Les diplomates russes sont en train de revenir aux États-Unis. Les grandes enseignes américaines sont en train de rouvrir aux États-Unis. Donc les Star Coffee, qui était donc l'enseigne qui avait été reprise de Starbucks Coffee, sont en négociation pour être achetés par Starbucks, qui veut donc revenir en Russie. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Vous pouvez voir Gluglut en qui veut, qui vous raconte tout un tas de conneries. D'ailleurs, il peut s'engager dans la légion étrangère roumaine, ukrainienne. Il peut. Il y a une légion étrangère ukrainienne. Elle est ouverte à tout homme entre 18 et 60 ans. Je crois qu'il a moins de 60 ans, donc il doit pouvoir s'engager dans la légion étrangère ukrainienne. Bon, je ne le vois pas le faire, évidemment. Je vous laisse deviner pourquoi. Quoi qu'il en soit, pendant que Gluglu nous parle de ça, vous avez Starbucks qui revient aux États-Unis et croyez-moi, bullshit walks and money talks. Et donc Starbucks qui revient, ça parle, alors que Gluglu qui raconte des conneries, ça talk. Bon. La Russie envisage un rouble numérique pour contourner les sanctions. Oui, ça a été fait à plusieurs reprises, mais je pense pas qu'ils en auront besoin au final, même si on continue à avoir ces questions, bien sûr, d'utilisation des crypto-monnaies. Là, vu que c'est en train de se normaliser, bien sûr, en Europe, on nous dit encore que ça va confisquer les actifs russes. Ouais, le problème, c'est que vous avez le prince Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite qui vient de faire une déclaration, d'ailleurs, très, très étonnante. Ça m'impressionne beaucoup. Je n'étais pas forcément fan, mais il a dit, oui, il y a plein d'interprétations différentes du Coran. Personne n'a le droit d'interpréter le Coran. Enfin, il vient de mettre une cartouche à l'école salafiste, enfin à l'école wahhabite, donc salafiste, mais direct.
Personne n'a le droit d'interpréter le Coran pour qui que ce soit. La religion musulmane, c'est Dieu et le croyant. Donc, vous n'avez pas le droit d'interpréter le Coran, enfin de faire une interprétation par procuration. Chaque musulman est responsable de son interprétation du Coran. Waouh, waouh, là il m'a bluffé, j'avoue. En tout cas, il n'a pas dit que ça, donc, sur le plan diplomatique. Il a dit que si jamais les Européens s'amusaient à confisquer les avoirs russes, eh ben, lui, lâcherait, il dumperait, il lâcherait les bons du Trésor, français notamment, ou de tous les pays qui auraient fait ça. Donc, ça peut rapidement picoter, on en revient à la dissuasion économique, et je pense en effet que les Européens vont pas trop avoir le cran de faire ce genre de conneries. Bon, vous avez déjà ça, vous avez bien sûr la dissuasion financière de l'autre côté avec les tarifs douaniers du côté de Trump qui pourrait très bien dire écoutez, si vous décidez de chier dans les bottes de mon accord, je vais vous le faire sentir passer. Xi Jinping et Poutine réaffirment leur alliance lors d'un échange téléphonique. Je rappelle que tout l'objet de Trump, c'est quand même de faire en sorte que Poutine arrête de se jeter dans les bras de la Chine. Ce qui est la grande connerie d'Obama et de Bush et de tous les précurseurs, de tous les prédécesseurs d'Obama. Xi Jinping et Poutine réaffirment leur alliance lors d'un échange téléphonique. Ce 1er mars, le président chinois et son homologue russe ont échangé par téléphone pour renforcer leur partenariat stratégique, a rapporté l'agence de presse Xinhua. Xi a salué une amitié durable et une coordination globale entre les deux pays, mettant en avant un soutien mutuel pour leur développement respectif. De son côté, Vladimir Poutine a qualifié cette alliance de choix stratégique à long terme, soulignant son rôle stabilisateur face aux tensions internationales. Cet appel intervient alors que la Russie s'appuie de plus en plus sur la Chine pour faire face aux sanctions occidentales. Avec un commerce bilatéral atteignant un niveau record de 240 milliards de dollars en 2023, les deux dirigeants ont également abordé la question de l'Ukraine, Poutine réitérant la détermination de Moscou à éliminer les causes profondes de ce conflit selon le Kremlin. Les deux chefs d'État ont également évoqué leur collaboration dans des cadres multilatéraux comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, mettant en avant leur volonté de promouvoir un ordre mondial multipolaire. Ça, selon moi, c'est la chose la plus importante à suivre maintenant, parce que dans ce contexte-là, si jamais les Américains arrivent à leur fin, vous verrez ces relations entre la Russie et la Chine devenir un petit peu plus informelles et un peu moins volumineuses. Ça, ce sera selon moi un véritable marqueur du succès ou pas de la politique américaine. Quoi qu'il en soit, l'autre point important, c'est l'impact sur les bourses, sur les marchés financiers des tarifs douaniers de la guerre. Aujourd'hui, le VIX est à son plus haut. Et ça, on en parle dans la version pour les professionnels et les abonnés. Merci d'avoir suivi cet octogone.